Alors donc bonjour à tous, bienvenue à ce WebTech avec notre partenaire Symbéton, donc organisé par un tech service. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce WebTech. Je laisserai la parole ensuite à Laurent Truchon, donc directeur délégué bâtiment chez Symbéton, qui vous présentera un petit peu plus la thématique, ainsi que les différents intervenants qui vous présenteront ce WebTech. Mais tout d'abord, je vais vous demander j'ai quelques petites recommandations à faire. Je vais vous demander de couper votre son et votre caméra pour avoir une bonne bande passante lors de la présentation, qu'il n'y ait pas de soucis, que vous voyez bien la présentation et que vous entendiez bien les intervenants. Donc voilà, n'hésitez pas à couper votre son et votre caméra. Et un autre point, si vous avez des questions, vous avez un chat donc, qui est à droite de votre écran où vous pouvez poser toutes vos questions et à la fin de la présentation, on gardera 10 à 15 minutes pour poser l'ensemble des questions que vous avez eues pendant la présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et si vous avez des problèmes techniques ou autres, nous sommes là aussi pour y répondre. Voilà, n'hésitez pas à l'indiquer et puis on essaiera de résoudre le problème. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Laurent Truchon pour introduire la thématique et les intervenants. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'abord à Syllavaxon de nous accueillir ce matin et de nous donner cette opportunité de pouvoir communiquer effectivement sur la manière dont la filière béton peut répondre aux exigences de performance de la future réglementation environnementale qui sera promulguée au 1er janvier 2022. Alors, juste avant de démarrer, quelques mots sur Symbéton, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Symbéton. Donc, Symbéton est un département du syndicat français de l'industrie cimentière, dont l'objet est de faire de l'information, de la formation, de la promotion et de la communication sur le ciment et ses applications dans le domaine du génie civil, des travaux publics et du bâtiment. Nos adhérents sont au nombre de 4, ce sont les 4 cimentiers, donc les sociétés Lafarge Holcim, Vicat, Calcia et Echium. Voilà. Pour introduire le sujet, donc on va avoir en fait 2 présentations qui vont vous être faites et qui pourront faire objet de questions de votre part à la fin donc, de ce webinaire, comme l'a dit Célia. La première intervention va être faite par Thomas Pelloal, qui est animateur technique au bureau d'études techniques environnementales et santé dans le bâtiment Bastide-Bondou. En fait, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec l'arrivée de cette future réglementation, des seuils qui nous sont proposés à la fois en 2022 jusqu'à 2031, donc il y a 4 versions de cette ERE qui nous sont proposées, avec l'arrivée aussi d'une nouvelle manière je dirais, d'appréhender l'impact carbone des bâtiments avec une méthode d'ACV dynamique simplifiée, il nous a semblé opportun, au niveau de notre filière, de faire des études pédagogiques pour voir un petit peu comment se positionnaient nos solutions béton au regard des 6 indicateurs soumis à seuil de cette future réglementation. Donc, nous avons donc confié 2 études en particulier au bureau d'études Bastide-Bondou, une en maison individuelle et une en logement collectif. Ce matin, Thomas vous présentera une synthèse des résultats de l'étude en logement collectif. L'objectif étant un petit peu de voir quels sont, à partir d'un mode constructif gros œuvre, je dirais, classique, quels sont, je dirais, que faut-il activer en termes de levier, autre que le gros œuvre, pour atteindre les seuils qui seront proposés sur les 4 versions de l'ARE. Donc, ça, c'est Thomas qui va effectivement présenter cette synthèse. Et ensuite, Félicien Thiou, qui est responsable construction durable chez Symbéton, vous présentera, lui, les leviers au niveau du gros œuvre. Hein. Donc, Thomas, lui, c'est les leviers hors gros œuvre, et puis Félicien, lui, c'est les leviers au niveau du gros œuvre pour, effectivement, je dirais à court terme déjà, donc court terme pour nous c'est 2022 et 2025, voir comment effectivement quand vous avez besoin, quand il vous manque sur certains projets des kilos de CO2 ou des dizaines de kilos de CO2, comment on peut s'y prendre. Et puis aussi, il donnera une perspective à moyen et long terme. Le moyen terme pour nous c'est de 2030 et le long terme c'est 2050. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui me concerne en termes de présentation. Je ferai une petite synthèse à la fin de la présentation de Thomas et de
et de Félicien. Et je laisse maintenant la parole à Thomas. Voilà. Merci Laurent. Laurent, bonjour à tous. Thomas Pelloual, donc animateur technique au sein du bureau d'études thermiques environnementales Bastide-Mondou. Voilà, donc je vais vous le présenter. Enfin, avant, je vais remercier aussi Célia et Laurent pour nous permettre de faire cette présentation pour vous, en espérant que ça vous éclaire un petit peu sur la nouvelle future réglementation environnementale 2020. Voilà, je vais partager mon écran, vous me dites si c'est OK, et puis j'y vais. Donc la première partie, je vais vous présenter d'une manière un peu générale voilà, les objectifs et l'essentiel de la 2020, les dates clés, et puis un petit peu comment tous ces indicateurs fonctionnent. Donc, les objectifs, c'est vrai que la RE 2020, ça va être des calculs de réaliser, des calculs complexes sur des logiciels moins complexes, mais en fait, finalement, le premier objectif de cette réglementation, c'est quand même de lutter contre le changement climatique et de faire en sorte que les projets construits, les projets nouveaux construits puissent émettre le moins de CO2 possible et consommer le moins possible. Donc voilà, et on va regarder comment à travers ces plusieurs indicateurs qui sont mis en place dans cette réglementation. Alors en quelques mots, qu'est-ce qui est un petit peu nouveau par rapport à la réglementation RT 2012 actuelle? On a toujours l'indicateur BBio qui concerne plutôt le niveau d'isolation, la conception du bâti, et en fait voilà, il va être renforcé de 20 à 30% par rapport au BBio actuel. On a aussi une évolution au niveau des équipements, parce que là on va venir regarder les consommations de ces équipements, mais aussi les impacts qu'ils ont au niveau environnemental, parce que c'est le nouveau volet de cette réglementation par rapport à la réglementation actuelle, où là on est uniquement au niveau énergie, consommation. Les exigences, donc comme je disais, sur le nouveau volet de cette réglementation, qui est l'analyse de cycle de vie, la partie émissions de CO2, avec des exigences progressives pour le coup, et ce qui est, je développerai un peu plus tard, mais ce qui est plutôt pas mal de la part du ministère pour cette réglementation, d'avoir fait des seuils progressifs pour que voilà, laisser un petit peu le temps aux filières de s'adapter. Et puis enfin, une prise en compte du confort d'été. Le confort d'été, en fait, était déjà pris en compte pour la réglementation thermique 2012, mais on entendait très peu parler puisqu'il n'était pas du tout contraignant, cet indicateur, et du coup, en fait, toujours conforme. Donc finalement, bon, il n'y a pas vraiment de prise en compte derrière. Demain, avec la RE 2020, il y aura une prise en compte du confort d'été qui sera vraiment effective, et voilà, on le verra par la suite dans la présentation. Les dates clés, voilà, donc là, les textes, les arrêtés, enfin l'arrêté et le décret ont été publiés en juillet, enfin juillet-août de cette année. On a un projet de texte au niveau environnemental qui a été publié en septembre de cette année. Donc on voit que c'est quand même des publications de texte un peu tardives, puisque l'application de la RE 2020, c'est au 1er janvier 2022, au dépôt de permis de construire à partir du 1er janvier 2022, avec des exigences que je vous montrerai par la suite. Et on a un système de rehaussement des exigences à travers 3 jalons tous les 3 ans, 2025, 2028, 2031, et pareil, je vous présenterai donc des exigences qui évoluent au cours du temps de cette réglementation. Et puis, une nouveauté aussi par rapport à aujourd'hui, c'est ils ont mis en place une clause de revoyure annuelle. Alors, voilà, aujourd'hui, on ne sait encore pas exactement ce que ça peut prévoir comme revoyure, justement, mais voilà, en tout cas, ils mettent en place un principe d'évolution un petit peu de cette réglementation. Voilà, nous, on l'espère bénéfique pour les acteurs, en se disant que c'est une opportunité de s'adapter ou de corriger le tir s'il y a des incohérences.
Voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, de l'essentiel de la RE 2020. En fait, voilà, il y a 9 indicateurs à calculer sur 3 volets différents. Donc le volet énergie avec l'indicateur BBio, l'indicateur CEP, donc BBio pour plutôt la conception, l'isolation, le CEP pour les consommations et le CEP-NR, c'est les consommations hors énergie renouvelable, donc énergie non renouvelable. Pour le volet environnement, on a l'indicateur carbone énergie, donc IC énergie, indicateur carbone construction, indicateur carbone bâtiment, et puis après stock C, IC DED, indicateur carbone DED. Ça, je vous expliquerai un petit peu plus en détail sur la partie suivante. Et puis le volet confort, donc le dernier volet, c'est avec les degrés-heures, que j'appellerai DH dans cette présentation. C'est l'indicateur qui permet de mesurer le confort d'été ou l'inconfort d'été suivant où on se place. Sur ces 9 indicateurs calculés, il y en a 6 qui sont soumis à seuil et qui doivent être respectés. C'est la colonne de droite. Donc les 6 soumis à seuil, c'est le BBio par rapport à BBio Max, CEP c'est par rapport à CEP Max, CEP NR Max, IC énergie pour la partie carbone et IC construction. Et puis enfin le degré-heure, lui aussi, est soumis à seuil. Pour bien comprendre les besoins, donc à la partie BBio, pour RT 2012, on prend en compte les besoins de chaud, les besoins de froid si on avait un système qui permettait de faire du froid dans le projet, donc uniquement dans ce cas-là, et puis les besoins d'éclairage. Dans la RE 2020, on aura les besoins de chaud, bien sûr, les besoins de froid, et ça c'est la nouveauté, calculés de manière systématique, qu'on ait un système qui produit du froid ou pas, qui est prévu dans le projet, on aura un calcul de besoin de froid, et puis l'éclairage qui reste aussi. Voilà, pour les consommations, la partie CEP, donc aujourd'hui on calculait un CEP chaud, froid, même principe si on a des systèmes de production de froid, éclairage, eau chaude sanitaire et les auxiliaires de ventilation et distribution. Dans l'ère 2020, on retrouvera une consommation de chaud. Et le froid, ben pareil, on a la petite nouveauté, on a des besoins de froid calculés systématiquement et on peut avoir, on verra plus tard, des consommations de froid dans le projet, même si on n'a pas de système qui produise du froid. L'éclairage, dont les parties communes pour les logements collectifs, ça c'est une nouveauté, le chaude sanitaire, les auxiliaires, et puis pour les logements collectifs, les déplacements internes, typiquement les ascenseurs, pareil, ça c'est une nouveauté dans les consommations, prise en compte dans les consommations. Un petit focus sur le CEP non renouvelable. En fait, pour faire simple, ce CEP non renouvelable, il est toujours égal au CEP toujours, sauf dans le cas où on a une production de chauffage bois, où là, il ne sera pas inclus dans le CEP non renouvelable, ainsi que les réseaux de chaleur urbains 100% énergie renouvelable ou 100% récupération d'énergie. Donc c'est uniquement ces 3 systèmes-là qui auront des consommations nulles dans le CEP non renouvelable. Bon, ça sera mieux parlant avec les exemples. Voilà, pour la partie carbone, on fait une analyse de cycle de vie en méthode dynamique dès le permis de construire, enfin, pas des permis de construire, mais avec les données du permis de construire, c'est un calcul sur le bâtiment et sa parcelle, un calcul sur 50 ans et qui va être évalué avant l'achèvement des travaux. L'analyse de cycle de vie dynamique, en fait, pour faire simple, qu'est-ce qu'un calcul de cycle, une SCV dynamique? En fait, c'est que contrairement à l'analyse du cycle de vie statique, là, on aura une pondération des impacts d'émissions de CO2 tout au long de la vie du cycle de vie du produit, avec des pondérations pour réduire les impacts pour des années. On le voit sur le petit graphique. En fait, on va de 0 à 50 ans. À l'année 0,
on a un coefficient de 1 avec donc l'impact est 100% de l'impact du produit. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on va les diminuer jusqu'à 0,57 de mémoire pour les composants. Donc, en fait, on a une diminution des impacts au fil des années. On voit également pour les fluides frigorigènes, même si c'est quand même moindre, hein, parce qu'on oscille entre 1 et 0,9. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet d'avoir ce type d'analyse de cycle de vie dynamique? Ça va favoriser les matériaux biosourcés. En fait, voilà, on voit dans les exemples ci-dessous, on a fait à gauche en vert foncé, c'est en statique, et à droite en vert clair, l'analyse du cycle de vie dynamique. Donc, si on voit, si on prend l'escalier en bois, on met 160 en émissions de kilogrammes équivalent CO2 en statique et 103 en dynamique, parce qu'on va considérer que l'émission va baisser au fil des années. Et si on prend un escalier en béton, on a 596 en statique et 605 en dynamique. Donc on voit bien qu'en fait ça favorise, on a un impact uniquement sur la partie des matériaux biosourcés tels que le bois. Bon, après évidemment c'est qu'un exemple, c'est vraiment pour illustrer ce que peut donner un écart entre les différents types d'analyse de cycle de vie. Alors là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, de la partie ACV, donc analyse cycle de vie, avec le détail des différents lots, puisqu'en fait, le calcul carbone se fait par lot, et même sous lot d'ailleurs. Donc là, on a 13 lots principaux, qui vont, voilà, VRD, fondation, infrastructure, superstructure, etc. Et puis sur la gauche, qu'on voit bien, c'est l'impact moyen, hein, c'est vraiment pour vous montrer des différents lots sur l'ensemble des émissions. Donc on voit qu'il y a quand même des lots qui sont plutôt prépondérants. Le lot 3, superstructure maçonnerie, le lot 8, le lot CVC, hein, et puis le lot 10, réseau énergie. Donc comme je disais, on a des exigences qui vont bouger au fil des années de la réglementation. Donc là, je vous montre les jalons pour les seuils de la partie carbone IC construction. L'impact carbone construction donc, est vraiment lié aux matériaux de construction employés pour les projets. Donc là, à l'application en 2022, en maison individuelle, on sera à 640 kg CO2 équivalent par mètre carré, 740 pour le collectif. Et puis on voit que dès qu'on avance dans le temps, en 2025, on va passer à 530 pour les maisons et 650 pour le logement collectif, 475, 580, etc. Donc on voit bien que ça se durcit au fil du temps. Donc on verra, justement, c'est un peu l'objet aussi aujourd'hui de voir comment, où est-ce qu'on se situe avec le jalon en 2022 qui sera celui de l'application. Et puis après, ce qu'il faudra éventuellement faire pour continuer à être conforme une fois que les jalons, une fois que les seuils vont se durcir. Voilà, pareil, les jalons pour le seuil IC énergie. Alors, IC énergie, c'est l'impact carbone, mais vraiment pour la partie consommation du bâtiment, consommation énergétique du bâtiment. Donc là, qui est vraiment lié au type d'énergie utilisée pour chauffer, refroidir, produire le CS dans le bâtiment. Donc là, on voit que pour la maison individuelle, c'est assez simple. Hein, par contre, il n'y a pas d'évolution. Si on reste à 160 kg CO2 équivalent par mètre carré, avec une dérogation jusqu'à fin 2024 pour les maisons, ce qu'on appelle avec une dérogation pour le gaz, c'est-à-dire que pour les lotissements qui seront raccordés au gaz et dont le permis de construire sera déposé en fin 2023, il y aura une dérogation pour un droit à consommer un peu plus, à impacter un peu plus sur la partie IC énergie. Donc on sera à 280 au lieu de 160. Voilà pour la partie maison. En logement collectif, on voit qu'on commence quand même un peu plus haut, à 560 kg CO2 par mètre carré. Donc, en fait, on peut dire que sur la partie logement collectif, les seuils sont un peu plus favorables jusqu'à fin 2024. Par contre, à partir de 2025, là, on voit que ça se resserre. On descend à 260. On restera à 260 jusqu'à la fin, avec une dérogation aussi, pas une dérogation, avec un seuil différent
les logements collectifs seront raccordés à un réseau de chaleur urbain. Là, on sera plutôt à 320. Donc on verra après ce que ça donne dans l'exemple de calcul dans la partie 2, ça sera un peu plus concret. Ensuite, sur le troisième volet que j'ai cité tout à l'heure, la partie confort d'été, donc avec l'indicateur degrés-heure, on va voir un peu ce que c'est que cet indicateur. En fait, c'est simple, c'est des degrés-heure, c'est la somme des heures d'inconfort pour l'occupant, avec voilà, une température de confort qui est estimée à 26 à 28 le jour, hein, ça varie dans les scénarios des textes d'implémentation, et puis 26 la nuit. Donc dès qu'on dépasse ces températures-là, on comptabilise le nombre d'heures où on dépasse ces températures-là, et ça donne des degrés-heure à la fin. Donc il y a trois paliers, on va dire, pour les degrés-heure. Un palier où on estime que le confort est acceptable, un palier où on estime que l'inconfort est tolérable, et puis le dernier palier où là l'inconfort est intolérable. Donc en fait, à quoi ça correspond quand on met des chiffres derrière tout ça, c'est 350 degrés-heure, ça va être le premier palier. Là, il n'y a pas de souci, c'est confortable. Entre 350 et 1250 degrés-heure ou 1850, hein, après, je ne suis pas entré dans le détail, il y a quand même des petites modulations dans certains cas, mais souvent c'est quand même 1250 degrés-heure. Là, entre les deux, on est conforme dans le projet, mais voilà, c'est tolérable, on va dire. Par contre, au-dessus de 1250, là, on n'est pas conforme. Ouais, je vous parlais si vous vous souvenez en introduction, enfin quand je présentais les indicateurs, d'une consommation de froid, même si on n'a pas de système qui produit du froid, et en fait c'est lié directement à ça. Ce qu'ils ont prévu dans cette réglementation, c'est de dire, ben voilà, si on n'est pas très confortable et qu'il fait plutôt chaud dans le logement, et ben en fait ils vont comptabiliser une consommation de froid systématique directement lié à ces degrés-heure. C'est-à-dire que lorsqu'on est entre 350 et 1250, on aura un ajout de forfait de consommation de froid dans le projet, plus ou moins important, suivant où on se situe. C'est-à-dire que si on est plus proche des 350, on aura une petite pénalisation, et si on s'approche des 1250, on aura une plus grosse pénalisation de froid. Voilà l'essentiel de la RE 2020, donc toujours en cours. Je rappelle ce qu'il y a dans les textes définitifs, les exigences et les méthodes qui ont été publiées. Mais on attend toujours les textes sur les attestations et les textes définitifs sur les attestations et données environnementales, mais ça, c'est toujours en cours. Voilà, ce qui nous surprend un petit peu quand même en tant que bureau d'études, parce que voilà, l'application, c'est quand même demain, hein, et il y a certains textes qui sont toujours pas parus définitivement. Bon, ça, c'est un autre débat. Même chose pour les logiciels. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir que les logiciels d'études, pour faire les études réglementaires en 2020, n'ont pas encore été évalués. C'est toujours en cours d'évaluation. On a uniquement des autocontrôles qui ont été validés, mais qui vont quand même nous permettre de faire les calculs réglementaires, heureusement, puisque le ministère nous laisse jusqu'à milieu de l'année prochaine se laisse plutôt jusqu'à milieu de l'année prochaine pour évaluer les logiciels. Et puis, il y a un label d'État qui est aussi en cours d'élaboration. Voilà, je rentrerai pas dans le détail. Il y a le lien ici pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Voilà, ça c'est peut-être pour la première partie, donc présentation vraiment de la réglementation dans son ensemble et surtout des indicateurs qu'on va calculer. En deuxième partie, je vous propose plutôt une partie de tendance et de résultats sur un logement collectif pour illustrer un petit peu ce que je vous ai dit là sur la première partie. Donc on va regarder les hypothèses qu'on a prises pour le calcul, quel est le bâtiment étudié. Ensuite, je vous donnerai les descriptifs des systèmes qui ont été étudiés. La même chose pour les bâtis qu'on a utilisés pour cette simulation. Et puis, enfin, les résultats, bien sûr, et les tendances de ce projet. Donc, les hypothèses, on a pris un immeuble collectif de 4 niveaux. Dans la zone climatique H1A, ça correspond à une zone, c'est la zone au nord en bleu foncé sur la carte.
une classe d'exposition au bruit BR1, ce qui correspond à une classe classique, pas de problème particulier d'exposition au bruit. Une orientation qu'on a pris moyenne, ça veut dire ni favorable ni défavorable au niveau des apports solaires, par exemple. Un taux de vitrage de 17% de la surface habitable, ce qui est le minimum. Un plancher bas sur sous-sol, hein, qui est classique logement collectif. 3 systèmes énergétiques, donc on détaillera plus tard. Et puis au niveau de la ventilation, on a un micro réglable type B, basse consommation. Et puis la classe des réseaux aéroliques, on l'a prise par défaut. Donc voilà, cet immeuble, donc, comme je disais, 4 niveaux, 3875 mètres carrés. Il y a 4 niveaux, c'est R+4, mais il y a aussi 3 niveaux de sous-sol. Ce qui est important pour la partie carbone, parce que forcément ça fait de la matière en plus. Et ce logement comporte 71, cet immeuble, pardon, comporte 71 logements. Donc ce qu'on va faire, on va comparer les biblios entre le moteur RT 2012 et le moteur RE 2020. C'est-à-dire qu'on va regarder ce que donne le descriptif utilisé aujourd'hui en RT 2012, si on moulinait directement dans le moteur RE 2020 sans rien toucher d'autre. Ensuite, on va voir qu'il va falloir optimiser le bâti pour être conforme au niveau de la RE 2020 et du biblio. Et puis, on fera un focus sur l'indicateur IC construction, sur l'impact carbone construction, donc l'impact carbone des matériaux et produits de construction du bâtiment. Donc, on a étudié une chaudière gaz individuelle, donc des chaudières gaz individuelles, une chaudière gaz collective, un réseau de chaleur urbain et puis une PACARO de service collective. Voilà pour les systèmes. Bon, après, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de chaque case et ligne du tableau. Est-ce qu'on pourrait dire, voilà, les émetteurs, donc on est plutôt sur les radiateurs, plus sèche-serviette électrique. Voilà, on ferait rien de particulier sur les systèmes. Pour le bâti, donc à gauche, colonne de gauche, c'est le descriptif RT 2012, donc les descriptifs qu'on utiliserait actuellement pour ce projet. Et puis à droite, c'est le descriptif optimisé, donc j'en reviendrai dessus tout à l'heure pour voir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'il faut faire évoluer dans le bâti pour être conforme. Donc, comme je vous disais, la première phase, c'est le BBO entre le moteur RT 2012 et le moteur RE 2020. Donc là, on utilise bien le descriptif de gauche, chaudière gaz individuel, RT 2012, donc descriptif RT 2012. Donc, voilà pour les résultats. Donc, on voit à gauche RT 2012, à droite, graphe de droite, RE 2020. Donc, on voit qu'on est conforme sans difficulté sur la partie gauche à un niveau RT 2012, puisque le BBO max est à 72 et que là, le BBO est à 52,9. Par contre, si on lance ce descriptif-là dans le moteur 2020, où là, le BBO max est à 74, on voit qu'on est clairement non conforme, puisqu'on arrive à un BBO de 83,9. Donc pourquoi on voit bien ici sur la partie rouge, les besoins de chauffage notamment passent de 45 à 70 parce que ça s'explique par plusieurs facteurs. Il y a la surface de référence, surface avec laquelle on vient diviser toutes les consommations, tous les indicateurs. Avant c'était la chaîne RT, la SRT même. Aujourd'hui, c'est la CHAB qui est une surface plus petite. Donc forcément, si on divise par une surface plus petite, on a un indicateur plus élevé. Et puis, il y a notamment aussi les fichiers météo qui sont utilisés dans le moteur de calcul qui ont changé et qui globalement donnent des besoins de chauffage plus importants. Et enfin, on a cette prise en compte systématique des besoins de froid dans les calculs, mais qui vient encore augmenter ce BBO. Là, on voit que 3,4 dans ce cas-là, parce qu'on est dans une zone climatique plutôt au nord, mais ça peut être plus important dans des zones climatiques plus chaudes. Donc voilà, tout ça fait qu'on est non conforme avec ce descriptif RT 2012. Donc il faut optimiser là, le bâti pour être conforme sur le BBO. Donc c'est là que je vous remonte. Qu'est-ce qu'on a fait pour optimiser? En fait, on a touché un petit peu tous les postes. On voit que sur la partie mur extérieur, on est passé de 80 mm à 120 mm pour le complexe isolant.
Pour la toiture, on a rajouté 80 mm en sous-face. Pour le plancher bas, on est passé, on a plus de 80 plus une dalle béton, alors qu'avant on était en PU de train plus un flocage. Un point important pour les planchers intermédiaires, les planchers de chaque étage, avant on avait en RT12 on avait une dalle béton avec rupteur totaux en périphérie et on traitait que 20% des liaisons des balcons, parce que c'est bien des balcons qui posent souci pour les ponts thermiques des planchers intermédiaires. Et là, on voit qu'on a toujours les rupteurs totaux quand on peut les mettre, et qu'il a fallu qu'on traite 60% des 60% des balcons au niveau des ponts thermiques. Donc là, qui se retrouvent désolidarisés, du coup, et voilà, ça c'est le gros changement. Les menuiseries, ben, pareil, on a pris des menuiseries plus performantes, avec, on passe d'un UW 1.6 à 1.4. Les coffres, on a laissé monobloc, on les a pas touchés. Et puis les volets roulants manuels, on est passé à volets roulants électriques avec une gestion automatique de ces volets. Donc voilà, on voit que ça fait quand même quelques modifications à apporter pour passer de l'RT 2012 à la RE 2020 et rester conforme au niveau du bio. Thomas, il faut que tu accélères un peu, s'il te plaît. Ouais, très bien. Les résultats, du coup, optimisés là sur le BBO. Alors, bon, rapidement, du coup, on voit que sur le BBO, là, on a fait en sorte d'être conforme avec les bâtis que je vous ai montrés. Et le CEP, on voit qu'on est conforme, sauf là, sur la partie réseau de chaleur. CEP NR, on voit que c'est la chaleur gaz collectif qui n'est pas conforme. Ça, c'est lié notamment aux pertes par les réseaux par rapport aux chaleurs gaz individuelles. Et puis sur l'IC énergie, indicateur carbone énergie, on voit qu'on est conforme partout sauf en gaz collectif. Et puis sur l'IC construction, voilà, on est tout juste conforme sur chaque solution. Un petit mot sur le confort de grayeur. Sur l'indicateur de grayeur, on voit qu'on a deux indicateurs par solution, parce qu'en fait on traite les logements traversants et les logements non traversants de manière séparée. Il faut que les deux soient conformes. Ici, on voit qu'on n'a pas de problème de conformité, puisqu'on est autour des 600, entre 400 et 600 degrés. Là, bah, du coup, je vais pas rentrer en détail, parce qu'il faut que j'accélère un petit peu. C'est les lots que je vous ai cités tout à l'heure. Chaque lot qui détaille lycée et construction. Donc là, le cas de base, IC de construction, on respecte du seuil de IC construction max en 2022. Et donc, du coup, avec les lots de fondation, infrastructure, superstructure, maçonnerie, façade, menuiserie extérieure, vêtements sur les murs sont les plus pénalisants, parce que le sol, il représente 62% de la plaque totale. Les indicateurs, voilà, ça c'est un graphe, je vais passer rapidement dessus aussi, parce que c'est le pourcentage de types de données. On a des données par défaut, des données individuelles et des données collectives pour les fiches de données environnementales. Et là, voilà, ça vous montrera, ça vous montre le pourcentage. Après, de toute façon, vous pourrez avoir la présentation par la suite, donc vous pourrez regarder ça plus en détail. Les éléments responsables de 80% des impacts, voilà, alors je vais pas tous les lister, hein, mais c'est ce que je vous disais, il y a des éléments qui impactent beaucoup plus que d'autres. Les murs, dalles pleines, donc représentent deux déjà 21% des impacts. Et puis après, bon, ça se disperse souvent entre 2 et 4%. Et là, c'est la suite. Pareil, ça, je pense que c'est mieux de regarder ça à tête reposée avec les présentations. Voilà, donc là, c'est une diapo importante. Ici, construction, seuil 2022, on voit qu'on respecte le seuil de ce qui est à 699. Hein, on voit qu'il est respecté avec le descriptif que je vous ai présenté. Donc, sans optimisation, on respecte l'IC construction. Par contre, on voit que si on arrive à 2025, il faut avoir des leviers pour respecter ce seuil, puisque, comme je vous ai montré, les seuils s'exercent. Et donc, il va falloir trouver une réduction des impacts de 56 kg équivalent CO2, soit quand même 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour trouver ces 56 kg ici, pour être conforme en 2025, eh bien, voilà, c'est les leviers qu'on a utilisés. On a
au niveau des garde-corps, ce qui est le poste est important parce qu'on gagne presque 19 kg, on passe de 50% de l'abordage et 50% de tout le plein à un acier de remplissage tube. Donc là, c'est plutôt un changement de typologie de garde-corps qui permet de ce gain. Et puis après, pour le revêtement de sol, on passe de c'est céramique avec une fiche par défaut, on passe avec une fiche individuelle, donc qui est meilleure. C'est pour ça que ça nous permet ces gains-là. Et puis après, conduit VMC, acier galvanisé, on avait une fiche par défaut, on passe avec une fiche collective. Et puis ensuite, receveur de douche, même principe, on passe une fiche par défaut à une fiche collective. Donc on voit que l'intérêt de faire des fiches collectives ou individuelles par rapport aux fiches par défaut, ça permet simplement d'optimiser les calculs et puis là d'être conforme. Donc pour conclure, voilà, donc ces premières tendances, là, ça reste bien sûr à titre pédagogique, parce que comme je vous le disais, il y a encore des textes qui sont en cours, et puis les moteurs aussi de calcul sont susceptibles d'évoluer. Voilà, périmètre élargi et des repères modifiés, c'est sûr qu'avec ces 6 indicateurs qui ont tous des interactions les uns avec les autres, ça va être un peu plus délicat voilà, de s'y retrouver, de modifier et d'adapter les bâtis. Une solution en béton, on voit que ça, on respecte les seuils de la RE 2020 avec des solutions courantes aujourd'hui, en tout cas pour le seuil 2022. Et puis, optimisation des seuils IC construction en 2025, on voit que c'est plutôt rassurant parce qu'on arrive aujourd'hui à les optimiser sans aller chercher des produits, avec les solutions courantes, tout en optimisant les fiches et ou la manière de les matériaux utilisés. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, je pense que si. Non, mais c'est un exercice difficile, Thomas, je sais. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, donc ça montre effectivement que, en tout cas, a priori, pour 2022 et 2025, a priori, bon, il n'y a pas trop de difficultés avec les solutions traditionnelles je dirais, à pouvoir atteindre les seuils. Donc ça, c'est un élément plutôt rassurant. Félicien maintenant va nous présenter en fait les leviers d'optimisation pour la partie gros œuvre. Donc il fait ce focus là-dessus. Donc il y a aujourd'hui, avec les solutions existantes, possibilité d'aller gagner des kilos, voire des dizaines de kilos de CO2. Et c'est le propos que Félicien va nous tenir. À toi, Félicien. Je disais, j'ai mis la caméra, mais je suis désolé, je la recoupe parce que ça laguait déjà. Bonjour à tous du coup. Oui, alors pour prendre la suite, effectivement, comme Laurent disait, on va regarder ce qui se passe au niveau gros œuvres et solutions qu'on peut proposer pour les produits béton. Comme on l'a vu, à court terme, sur les seuils qui passent, sur les études qu'on a pu faire, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, sur certains projets, pourrait y avoir besoin d'aller chercher quelques kilogrammes de CO2. Et du coup, c'est tout l'enjeu de la présentation, vous montrer quels sont les leviers que vous pouvez activer pour aller chercher ces kilogrammes nécessaires. Du coup, ça va se découper en 3 parties, hein, à court terme 2022-2025, à plus long terme 2028 et après un horizon 2031. Et après, vraiment à plus long terme, ce qu'envisage la filière pour 2050. Alors, à court terme, déjà un petit focus sur qu'est-ce que l'impact du béton en fait. Donc vous avez un petit schéma qui vous représente ça. On s'est tiré des déclarations environnementales qu'on peut réaliser. Et en fait, on voit assez facilement que du coup, en gros, 85% de l'impact est lié directement à la production de ciment. Donc ça, on va revenir un peu après, et que après, on a des impacts qui sont répartis différemment, mais à peu près équivalents sur les différentes étapes du cycle de vie, et du coup on va pouvoir effectivement aussi activer des leviers à ces différents endroits. Juste un point, oui, vous avez des valeurs négatives en fin de vie et en vie en œuvre qui ne sont pas une erreur, c'est un processus chimique de recarbonatation, et durant sa vie en œuvre et sa fin de vie, le béton va réabsorber du CO2 qui va piéger, et c'est un process inverse de ce qui se passe en fait lors de la production du ciment. Chiffre à avoir en tête, qui est à peu près le chiffre référence, on va dire, voilà, pour un béton classique C2530 XC1. Voilà, l'impact, c'est à peu près de l'ordre de 200 kg de CO2 par mètre cube hors armature. Et en fait, effectivement, on précise bien hors armature parce qu'on a une empreinte qui va varier en fait au niveau des solutions.
en fonction de différents paramètres, et notamment taux d'armature. Plus le taux d'armature va être important, effectivement, plus l'impact va être élevé, mais effectivement aussi en fonction d'autres caractéristiques du béton qui sont ses classes de résistance et ses classes d'exposition. Donc on le voit assez facilement, hein. Voilà, vous retrouvez à peu près ici votre voile intérieur, un C20-25 XC1, voilà, quand on est un petit peu en dessous, mais on retrouve à peu près 200 kg de CO2. Voilà, vous passez sur un poteau avec beaucoup plus d'armature, une classe de résistance plus élevée. Voilà, on a un impact au mètre cube qui est beaucoup plus élevé. Donc le but va être vraiment d'aller optimiser ces solutions-là en jouant sur ces différents paramètres et aussi sur le dimensionnement et la conception de ces produits-là. Du coup, comme ça, effectivement, ce qui vient en tête, c'est un des premiers leviers d'optimisation, c'est la formulation du béton. Alors, effectivement, il y a le recours à des ciments à un peu de carbone réduit, hein, qui est vraiment la première chose qui vient en tête, mais il n'y a pas que ça, il y a à travailler sur le squelette granulaire, sur les adjuvants, sur les types de granulats qu'on utilise, ça peut jouer de façon importante sur les performances du béton et donc sur leur empreinte finale. Pour refaire un petit focus du coup sur ça, en fait, au final, une fois qu'on a optimisé tout ça, le but est vraiment de s'orienter vers des solutions béton bas carbone. Et il n'y a pas de définition encore normative ou réglementaire de ce qu'est un béton bas carbone. Et du coup, pour combler ce manque, il y a le SNBPE qui, en début d'année, a proposé de fixer des seuils à partir duquel on considère on pourra considérer une formulation en béton bas carbone. Donc voilà, c'est repris dans un petit tableau comme ça. C'est encore défini en fonction des usages des produits, des solutions béton et de leurs caractéristiques, donc classe de résistance, classe d'exposition et type d'usage. Et si on reprend ici, vous avez en gros l'impact du béton qu'on a vu tout à l'heure en exemple, à 200 kg de CO2 par mètre cube, un C25-30 XC1. Et on va considérer qu'il est à peu près qu'il est bas carbone à partir du moment où il va descendre sous le seuil de 180 kg de CO2 par mètre cube. Donc ce qui fait voilà, en gros à peu près une fourchette entre 15 et 20%, avec une moyenne, on va dire à peu près à 15% de réduction par rapport à des solutions standards. Ce petit guide est disponible, hein, et directement téléchargeable sur le site du syndicat national du béton prêt à l'emploi ici. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver comme ça les valeurs guides qui définissent les formulations bas carbone. Donc ça, c'était vraiment pour la partie optimisation du matériau en lui-même, de la formulation du béton. D'autres leviers d'optimisation, du coup, ont été analysés à partir de bâtiments étudiés et dimensionnés. Donc là, on va vous présenter une petite liste de ces optimisations qui sont possibles. Donc déjà, effectivement, la première qui vient en tête, c'est quand on est sur une solution sur un chantier de rénovation, c'est d'éviter des constructions. On va éviter de déconstruire et du coup, on va éviter de reconstruire. Donc, on a fatalement un gain en CO2. Ensuite, assez facilement appliquer les bonnes classes d'exposition. On s'est rendu compte, effectivement, que si on va dire par solution de simplicité, on mettait du béton partout en XC4 ou XF1 et qu'on n'optimisait pas forcément bien en intérieur, par exemple, recourir à du XC1, et ben on peut avoir des gains de l'ordre de 5%, ce qui n'est pas négligeable, hein, sur l'ensemble d'une structure de bâtiment. Donc voilà, c'est assez facile à mettre en place et pour le coup assez intéressant. Après, on a travaillé sur l'optimisation des épaisseurs de produits. Effectivement, si classiquement, quand on construit un bâtiment, on va dire qu'on a par simplicité tendance à mettre des épaisseurs de voile ou de poteaux sur toutes les hauteurs du bâtiment ou partout pareil, de manière à éviter de se retrouver coincé ou de ne pas avoir coulé la bonne épaisseur au bon endroit. Voilà, en fait, il va falloir travailler sur l'optimisation de ces épaisseurs-là et on va noter, diminuer l'épaisseur d'un voile de 20 cm, c'est 6% de réduction sur ce voile. Donc pareil, c'est pas négligeable, hein, passer de 20 à 18, voilà, vous êtes quasiment à 10% de réduction, donc c'est pas négligeable du tout. Et il est même sur les poteaux. Classiquement, quand on conçoit un bâtiment, la section du poteau est la même depuis le niveau inférieur au dernier niveau. Or, au dernier niveau, on n'a pas forcément la même reprise de charge, donc optimiser ces épaisseurs-là
en fonction des étages. Voilà, c'est sur un bâtiment de 9 étages, quand on a fait test, on a une réduction de l'impact de 20% sur les poteaux. Autre piste, là, c'est toujours sur la conception, mais recourir à des solutions qu'on dit évidées. Donc effectivement, au lieu d'avoir des solutions coulées en place et pleines, ça va être de recourir potentiellement à un peu plus de solutions préfa qui pour le moment sont les seules à proposer de l'évidage. Voilà, un remplacement de dalle plein en CM2A par une dalle alvéolée, on a une réduction sur les planchers de l'ordre de 8%. Et sur les derniers niveaux d'un bâtiment, au lieu de couler vos façades en voie plein, vous passez sur des blocs porteurs ou non porteurs, hein, c'est vos choix, mais c'est possiblement porteur hein, sans souci. Vous avez un gain sur les façades de l'ordre de 65%. Donc vraiment pas négligeable du tout. Sachant que nous, dans le chiffre qu'on vous donne là, c'était pour du B40 sur les derniers niveaux, mais qu'avec en fait la gamme de blocs qui existe, B60, B80 ou B120, il est possible de faire la même chose sur les niveaux inférieurs si on a besoin d'avoir des charges mécaniques plus importantes à soutenir. Ensuite, après, ça va un peu plus loin. Hein. Là, par contre, effectivement, c'est des choses qu'il faut penser dès le début de la conception du bâtiment, c'est faire évoluer les modes constructifs. Plutôt qu'être sur du voile dalle, bah, c'est passer sur des solutions poteau-poutre alourdi, poteau dalle caissonné, avec du remplissage pour la séparation des espaces. Donc remplissage en bloc ou en cloison sèche, c'est à voir, mais voilà. Et c'est aussi à terme une solution qui est aussi plus facile pour la reconversion du bâtiment, parce qu'on peut garder plus facilement la structure et réordonner comme on veut l'intérieur, ce qui est plus facile. Et également, ce qu'on note, c'est essayer de recourir plus à des solutions en pré-contrainte par post-tension, où là, on a également des gains qui sont assez importants au niveau des planchers, voilà, de l'ordre de 25%. Et ensuite, là, alors c'est pareil, ça demande des calculs, une prise en compte dès la conception du bâtiment, mais ça va être de jouer, comme j'ai dit, sur les performances des solutions et d'optimiser tout ce qui va être classe de résistance utilisée au niveau des bétons. Encore une fois, voilà, classiquement, on utilise plutôt du béton en classe de résistance C25-30. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on augmente les classes de résistance, voilà, on passe sur des classes plus performantes en C50-60. Déjà, on va avoir moins de produits de béton utilisés, mais du coup, ça donne aussi un gain qui est intéressant, parce qu'on va, voilà, sur des poteaux, on met une réduction de l'ordre de 20%. Et même exercice fait sur les poutres, voilà, on est à peu près une réduction de l'ordre de 40% des impacts de ces produits-là. Donc voilà, c'est vraiment une combinaison de toutes ces pistes qui peuvent permettre les unes avec les autres d'aller chercher des gains d'impact qui sont relativement intéressants juste par la conception. Et ensuite, après, si on combine ça avec les formulations de béton bas carbone, on peut avoir des gains qui sont encore plus importants. Mais vraiment, ce qu'on conseille déjà initialement, c'est vraiment agir sur la solution technique béton mise en œuvre dans le bâtiment dès la phase de conception. Et ensuite, s'il y a besoin encore, d'aller travailler sur le matériau béton en lui-même et recourir à des solutions bas carbone. Donc voilà pour le court terme, 2022-2025. Et voilà. Pour la suite, tu vas très vite, Félicien, parce qu'il faut qu'on ait le temps d'échange. Ça marche. Donc, très rapidement, ce qui est envisagé pour 2028-2031, je vais passer sur le ciment, mais clairement, ça va être d'optimiser là pour ces années-là l'impact des ciments. Donc, il y a tout un plan de transition sectorielle qui est établi par l'industrie cimentière, avec des différents leviers qui sont envisagés, donc principalement liés au process, mais également à la formulation des ciments. Donc ça demande, vous imaginez bien que process, ça demande un peu de temps, donc c'est pour ça que c'est envisagé d'ici un peu plus longtemps. Et pareil pour les ciments, le but est d'avoir des nouveaux ciments normalisés. C'est ça qui prend également un peu de temps, de manière à compléter l'offre de solutions ciment qui va être disponible dans les années à venir. Et le but, actuellement, vous voyez sur le petit schéma, on est plutôt sur les utilisations de ciments qui sont en rouge. Le but est effectivement à terme de s'orienter du coup vers les ciments bleus, avec un impact carbone moins important. Potentiellement peut-être des habitudes à prendre au niveau de la conception, comme des décoffrages plus tardifs ou des choses comme ça, mais voilà, le but est vraiment d'avoir au final des liants hydrauliques le moins impactants possible. Et
et d'avoir une offre de plus en plus large de ces types de ciment. Donc pour faire vite, oui, juste comme ça pour avoir en tête, hein, passer d'un CEM2A à un ciment qui serait équivalent à CEM3, donc en gros une réduction d'à peu près 50% de l'impact du ciment. Au niveau du béton, on a un gain de 60 kg de CO2 par mètre cube et ça représente environ 20% de gain au niveau d'une structure de bâtiment. Voilà, je vous laisserai regarder pour l'équivalent CEM3. Une petite conclusion 2028-2031, bah, les solutions existent déjà, mais elles sont appelées à monter en puissance avec les développements process et à être renforcées au niveau de la gamme disponible. Et 2050, alors là, on y travaille tout de suite, puisque outre ce que je viens de vous présenter, effectivement, l'autre gros levier va être tout ce qui va être stockage et valorisation du carbone. Et là, du coup, ça demande effectivement des technologies de rupture, clairement, qui sont en cours de préparation et en cours de développement. Et ça demande des moyens considérables. C'est vraiment du travail collectif, mutualisé entre tous les industriels. Donc le but est effectivement à 2025 d'avoir une réduction un objectif de baisse de 80% grâce à ces technologies-là par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Je vous laisserai lire une petite conclusion, mais c'est un petit condensé de ce que je viens de vous présenter. Alors, juste en guise de conclusion, moi je vais faire une conclusion mais extrêmement rapide et puis ensuite on répond à quelques questions. Donc, ce qu'on peut voir à travers en particulier les deux présentations, c'est qu'a priori, bon, il n'y a pas de sujet sur le carbone à court terme. Ce que je veux dire par là, c'est que les solutions constructives, quelles qu'elles soient, manifestement, passent facilement les exigences de performance qui nous sont proposées, en tout cas 2022 et 2025. En revanche, pour le moyen terme, si on veut décarboner le bâtiment neuf, ça veut dire que tous les représentants des 13 lots devront faire des efforts, en particulier sur la qualité des données environnementales qu'ils vont proposer pour que effectivement on puisse atteindre les seuils qui vont se sévériser par la suite. Donc ça veut dire que la décarbonation, c'est pas l'affaire uniquement des représentants du gros œuvre, mais c'est vraiment l'affaire de tous. Donc voilà, c'est les deux principales conclusions que je voulais donner. Et puis on va répondre à quelques questions s'il y en a. Célia. Alors, donc oui, alors on va voir s'il y a des petites questions. Donc non, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais de toute manière, pour toutes les personnes qui sont qui sont intéressées, qui veulent aller plus loin ou qui ont des questions un peu spécifiques sur des projets, on vous enverra les différents contacts des intervenants, ainsi que les présentations et le lien du replay. Donc voilà, si vous avez des questions après par la suite, vous aurez les contacts pour les poser directement aux intervenants. Et on a une petite question donc de Damien Martin. Auriez-vous des comparaisons entre différents principes constructifs? Alors, très franchement, en tout cas, à travers les études, l'étude qu'on a présentée, non, notre propos, c'était pas de faire une étude comparative, c'était avant tout de voir comment se comportaient les solutions en béton. Donc, à notre niveau, en tout cas, non. Après, Bastide Bondou automatiquement travaille sur tous les types de matériaux, mais je dirais, là, Thomas, je ne sais pas ce que tu peux répondre à ça, mais en tout cas, nous, au niveau de Sim Béton, non, on n'a pas d'études comparatives parce que ce n'était pas l'objet des études qu'on avait commandées. Oui, hein, c'est sûr, nous, on est amené à faire des études de tout type, tout mode constructif. Après, voilà, je vous invite à vous rapprocher de moi directement pour voilà, voir ce qu'on peut faire, ce que je peux vous donner comme information là-dessus. Voilà, j'ai pas vraiment en tête. Je peux pas vous donner comme ça ce qui ressort de mieux ou moins bien. Comme je disais, c'est un peu plus complexe que ça au niveau des indicateurs pour voilà, pour pouvoir donner une tendance comme ça. Mais pas de problème, contactez-moi et puis on regardera ça de plus près. Merci beaucoup pour vos réponses. En tout cas, on a beaucoup de petits commentaires qui indiquent que la présentation était très bien. Donc, merci à tous les intervenants, merci aux deux présentations et donc merci à tous les participants d'être venus. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous recevrez un mail dans la journée avec les deux présentations, les différents contacts et puis le lien du replay. Donc voilà, vous pourrez comme ça contacter directement les intervenants.
Donc, nous vous remercions et si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce WebTech. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée à tous, à bientôt. Merci.